Le témoin est silencieux. Un bébé qui tient dans ses mains un jouet nouveau est totalement contemplatif dans sa découverte. Voyez comme son observation est minutieuse, intense et silencieuse. Ah oui, un bébé qui regarde un jouet qu'on lui présente qui est nouveau, qui est plein de couleurs, il est ébloui, il ne comprend même pas ce qu'il a devant les yeux. Là, c'est véritablement une découverte. Lorsqu'on est face à des états d'être, face à la vie en soi, être comme ce bébé et se dire, tiens, voilà, j'ai un jouet là devant moi, il y a quelque chose, il y a un phénomène, et il faut regarder ce phénomène. Il faut être face à lui. De même, un scientifique, penché sur son microscope, est dans un silence total. L'observateur, la faculté d'observer et la chose observée ne font qu'un. L'observateur, la faculté d'observer et ce que l'on observe ne font qu'un. Il n'y a pas trois choses. On est toujours une unité, partout et tout le temps. On est toujours dans une unité. Même si cela ne dure que 2, 3 ou 4 secondes avant que l'intellect ne surgisse avec des mots, cet instant est absolu, hors du temps. Voyez, un bébé qui observe son jouet, il est hors du temps. Un scientifique qui est penché sur son microscope, il n'y a plus de temps. Voyez? De même, quand vous observerez la vie en vous, quand vous regarderez vos pensées, vos émotions, il n'y a plus de temps. Vous regardez, puis c'est tout, vous prenez conscience. La méditation, le soi-regard, c'est avant tout créer un espace en soi. Comment? En faisant silence. Espace et silence sont synonymes. Le cosmos n'est-il pas un vide, un profond silence en lui-même? Tout à l'heure, tu parlais du silence, Pascal. Eh bien, si tu peux rester un peu dans ce silence est méditation. Si tu restes dans ce silence, fatalement, à un moment donné, tu percevras le témoin qui est comme présent au fond de ce silence, ou au-dessus, tu vois, au-dessus de ce silence. Et lui, il est témoin, témoin de l'espace, témoin du silence, témoin d'une contemplation, tu vois. C'est très important quand cette perception a lieu, parce qu'on va découvrir que c'est elle qui est essentielle. Voyez? C'est pas les blablas, c'est pas les livres ou les choses ou les quoi que ce soit, ou les mots que je dis ou quoi que ce soit. Ce qui va être important, c'est cette perception intérieure, tu vois, du silence et du Ouais, témoin. j'ai remarqué ça. Voilà, Enfin, que dans le silence, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin, quoi. exact. C'est là, juste en silence. Voilà. Alors, évidemment, à travers les mots, à travers un livre, on tente de sensibiliser quelqu'un. Tu vois, on tente de donner des indications, parce que sans les indications, qu'est-ce que tu veux faire? Mais à un moment donné, il y a une expérience à faire par soi-même, c'est l'expérience du silence. Et dans ce silence, va se révéler le témoin. Et c'est dans cet espace que des regards vont pouvoir être portés. Les 2 ou 3 premières secondes de silence et d'espace en vous sont essentielles. Les mots, les commentaires, l'intellect ne viennent qu'après. Vous voyez, après on peut faire blabla. Voilà. On peut écrire un livre.
On peut écrire un livre, mais avant d'écrire, qu'est-ce qu'il y avait? Un silence, voyez? Le silence est l'état premier. Jean-Marc parle d'état premier, ben voilà. Le silence est l'état premier. Dans le silence de la conscience, nous créons une bulle, un espace. C'est alors qu'une lumière hautement subtile peut pénétrer en nous. C'est alors que le processus de la conscience se produit. L'intellect, l'expression de la mémoire, doit se taire pour faire place à la lumière. Après avoir expérimenté l'intellect, après s'en être servi, après se l'être adjugé, l'homme est tombé dans un piège. Il est aujourd'hui soumis à la puissante roue du mental, au manège incessant des pensées, celui des mots et de l'intellect. Il doit aujourd'hui réapprendre à se taire de façon à créer un espace pur en lui, afin de laisser une lumière œuvrer. On va enfin découvrir un lieu en soi où on ne demande plus rien. Toute notre vie, on a demandé, et je veux ceci, je veux cela, et je veux les choses comme ceci et pas comme cela, et je veux pas comme ci et pas comme ça. Eh bien là, il y a un lieu qu'on va découvrir où on ne demande plus rien et c'est la paix. Voilà. L'intellect est une faculté, celle qui nous permet d'exprimer verbalement des états de vie vécus, des sensations, des sentiments, des idées. Alors, on peut dire que l'intellect est à sa juste place lorsqu'il exprime. Voilà. Avez-vous remarqué comme l'intellect est la plupart du temps l'expression verbale du mental? Mais l'intellect peut également être l'expression de la vie et de la vérité. Les mots ne sont pas les états de vie vécus, les choses que nous vivons. Les commentaires se superposent aux états de vie vécus et sont une sorte de rajout relativement à ce que nous vivons et éprouvons sensiblement. Les états de vie vécus apparaissent comme sous-jacents et les mots forment une superposition sonore. Ça, c'est vraiment intéressant. Lorsqu'on vit des états d'être, des choses, des sentiments, et qu'on tente d'expliquer ce que nous vivons, voyez, on fait blabla, voilà. Et il y a ceci, voilà. C'est un rajout. C'est pas une lumière qui éclaire, voyez. On superpose une couche de mots sur un état de vie vécu. Et à ce moment-là, on n'éclaire rien du tout, voyez. Comme si on mettait un couvercle verbal sur un état d'être, un état de vie vécu. Voilà. D'une part, on ne met aucune lumière en soi, et d'autre part, on recouvre et on empêche la lumière de voir et de prendre conscience. Vous voyez ce phénomène? Les états de vie vécus apparaissent comme sous-jacents et les mots forment une superposition sonore. Vous voyez? Mais à aucun moment, dans ce paragraphe-là, on remet beaucoup l'intellect en question. On essaye de remettre les choses à leur place. Voyez? On a vu que le premier instant essentiel, c'est le silence, pour prendre conscience. Et Ouais, c'est un petit peu comme si on vous parle d'un plat exotique que vous n'avez jamais mangé et qu'au lieu de le goûter, de le manger, c'est comme si on en parlait et puis juste intellectuellement, quoi. C'est exactement la même chose. Il n'y a rien au-dessus de goûter la chose et la vivre. oui, l'exemple était bien là. Tu marchais à côté de ton collègue qui était botaniste et qui n'arrêtait Ah, pas de parler.
Oui, oui, alors ouais, ça, je me rappelle même plus. Alors, telle fleur, il disait les noms, il disait les plantes, les noms des plantes, quoi, tu vois, le nom des oiseaux, et finalement, je me disais, mais il regarde pas, il peut pas se taire. Enfin, je sais pas, on n'a pas besoin de connaître. Si on est simple, si on est simple, on n'a pas besoin de connaître le nom des plantes ou des fleurs. Il y a notre âme qui est ravie d'être là où elle est, puis c'est tout, quoi. Enfin, ça m'avait frappé, disons. Lui, il était connecté à son mental au lieu d'être connecté à ce qui était autour de lui sur le plan physique sensoriel, quoi. Après, bon, bah, je sais pas, c'est un prof. Il y a beaucoup de profs qui, bah, c'est normal, ils sont dans l'intellect et ils accordent beaucoup de valeur à la connaissance intellectuelle, à la culture. Pour eux, c'est leur socle, quoi. Donc, c'est pas étonnant qu'un prof, bah, il soit comme ça, il soit comme ça. C'est logique. Mais celui qui vivait plus pleinement la nature, c'est celui qui était silencieux et qui Euh, pouvait la contempler en silence et la vivre pleinement, voyez? Donc l'intellect, c'est le couvercle des mots. Lorsque nous avons mal aux dents, les mots peuvent exprimer ce que nous ressentons, mais restent comme à côté de la souffrance et ne sont pas la souffrance elle-même. Les mots ne peuvent pénétrer la souffrance. Voyez? Vous souffrez de quelque chose. Vous pouvez exprimer votre souffrance, mais ça sera jamais l'état vécu sensiblement votre souffrance. Voyez, c'est pas explicable, c'est vécu. Les mots sont comme toujours à côté. Les mots seront toujours à côté. Ils n'ont pas la capacité de vivre pleinement la chose. Voyez? Certes, les mots ont bien des pouvoirs, mais ils restent néanmoins une forme d'expression du mental. Ils sont un aspect de la vie, un pouvoir d'expression. C'est en prenant conscience des limites de l'intellect que nous cesserons de l'utiliser comme élément de réponse à des questions posées. On pose une question et on se sert de l'intellect pour répondre à la question. Mais qu'est-ce que l'intellect? C'est une mémoire. Donc on se sert d'une mémoire pour répondre à une question. Et qu'est-ce qu'une question posée? Une question, c'est une sensibilité qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et elle pose une question. Pourquoi je souffre? Et si nous, on vient avec une mémoire verbale, on va pas délivrer la sensibilité de son problème. Plus on va découvrir ça, et plus, moi j'aime bien les mots de Jean-Marc, l'état premier, le silence et le témoin se présenteront naturellement. C'est en prenant conscience des limites de l'intellect que nous cesserons de l'utiliser comme élément de réponse à des questions posées. C'est seulement ainsi que nous répondrons de façon vivante aux questions que nous nous posons. L'intellect n'est qu'un moyen d'expression qui émane d'une mémoire verbale, d'un passé. L'intellect est une faculté, un outil, qui, en arrière-plan, se sert de l'outil. C'est une question que je pose, mais qui, en arrière-plan, se sert de l'outil? C'est un outil, cet intellect, finalement. Il est là. Mais qui se sert de l'intellect? Un conditionnement? Des instincts? Des forces? Un moi? Ou un simple regard posé? Voyez? Qui se sert de votre intellect? Ça serait une question à se poser, ça. Quand vous avez un désir de répondre à une question,
qu'est-ce qu'il y a derrière cet intellect, derrière ce désir de répondre? Il y a un mouvement mécanique, celui qui, quelque part, nous rassure et qui nous dit: «Ah, je connais la réponse». Voyez? Ça rassure de se dire: «Je connais la réponse». Est-ce que c'est un conditionnement qui se sert de l'intellect? Est-ce que c'est des réponses qu'on vous a dites, que vous avez apprises? Est-ce que ce sont des instincts qui se servent de l'intellect pour réfléchir, voyez? Et se dire: «Ah oui, comment je vais faire pour posséder ceci ou pour dominer quelqu'un?» Ou est-ce que c'est un moi? C'est un peu bizarre comme question. Je ne sais pas si ça vous paraît bizarre, mais voyez, vous avez Non, non, ça paraît pas bizarre, je ah non, bien sûr que non. On voit bien qu'on va utiliser l'intellect pour se faire valoir. Enfin, moi, je le vois chez moi. Ça peut m'arriver dans la salle des profs, s'il y a une discussion, ben voilà, on va utiliser l'intellect pour montrer qu'on raisonne bien, qu'on a un raisonnement cohérent. Enfin, chez moi, c'est plutôt comme ça. C'est moins par les connaissances, la culture, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, ça serait plutôt par la logique du raisonnement, la cohérence du raisonnement. Je le vois, hein. Donc, quand je parle, il y a toujours une intention de dire quelque chose de cohérent, de logique. Voilà. Et je vois bien qu'en arrière-plan, ben, il y a une volonté de, comment dire, de se faire valoir, oui, d'avoir le plaisir d'être celui, d'abord, qui a ses propres yeux, dit quelque chose qui est cohérent, et puis en même temps, le plaisir d'être celui qui peut dominer si c'est possible, quoi, intellectuellement. Donc, c'est tout à fait évident qu'il peut y avoir plein de choses derrière l'intellect, et notamment un instinct de domination. oui. La faculté, elle est ce qu'elle est, finalement. Oui. C'est employer des mots, voilà, et créer une réflexion, un champ de réflexion. Bien, ça, c'est la Mais il peut y avoir des peurs aussi, qui nous poussent à dire un truc, même si on n'y croit pas vraiment. C'est juste partir comme les autres, faire comme les autres pour dire, ben voilà, je veux rester dans le groupe parce qu'on a un intérêt personnel. je suis La comme peur vous, d'être les gars. quoi? Je suis comme vous, les copains. Voilà, c'est Je fais ça. partie de la bande. Voilà. Donc, il peut y avoir des peurs aussi, hein. Moi, je Ouais. l'ai vu l'autre jour, il y a un collègue qui m'a appelé, un collègue de boulot, pour parler du coronavirus. Il est obsédé par le coronavirus. Alors, je me voyais, donc le témoin était là, parce qu'on parle du témoin, c'est pas un moi qui est là, c'est le témoin. Alors, je m'entendais parler et dire des trucs qui m'intéressaient pas, du tout, même, parce que c'est un cauchemar. J'ai failli m'endormir moi-même. C'était comme ça. Ouais. Ah, c'était mortel. Enfin bon, enfin, tout ça pour donner un exemple qu'on peut. Voilà, je parlais de ce truc. Ben, en fait, je répétais ce que j'avais entendu à la télé, quoi. Et puis pour parler, pour participer, enfin voilà. Donc, enfin oui, on peut parler pour ne rien dire et sans même croire à ce qu'on dit, hein, par contre. On peut parler et croire à ce qu'on dit, mais on peut parler et ne pas du tout croire à ce qu'on raconte, hein. Mais tout ça, je peux le dire pourquoi? Je peux le dire parce qu'il y avait un témoin qui était conscient de tout ce qui se passait, enfin de tout, de ce jeu qui se passait en moi. Sinon, je ne pourrais pas le dire.
s'il n'y avait pas eu un témoin, si j'avais été pris la tête dans le sac, la tête dans le guidon de la conversation, ben, je n'aurais pas pu dire ce que je viens de dire. C'était pas possible. Donc il y avait à la fois, il y avait le témoin qui était là, qui se rendait compte, qui était témoin de ce jeu qui était joué intérieurement par l'intellect en utilisant des choses qui avaient été entendues à la télé, hein, voilà. Parce que le collègue, eh ben, il attendait de moi, voilà, il attendait de moi que je parle de ça et qu'on échange là-dessus. Alors que en arrière-plan, mais ça m'intéressait pas du tout, puis je croyais pas du tout à ce que je racontais, quoi. Donc il y avait, voilà, il y avait des perceptions, mais grâce aux témoins, parce qu'il y avait cette lumière qui était là, qui était témoin de ce qui se passait en moi. Ouais. Aujourd'hui aussi, j'ai téléphoné, c'est une copine qui a téléphoné, elle aussi, elle a abordé ce sujet. Elle a parlé, elle était, je ne sais pas, la marine, ou pour récupérer la masque, et encore elle a parlé. Moi, j'ai répondu, et après, comme ça, je suis partie, et j'ai essayé de tenir conversation, mais j'ai déjà parti. Et après, j'ai répondu quelque chose pas, pas clair, pas Rien à voir avec Et après, je dis, de quoi tu parles? Quand je me suis réveillée, parce que ça, je suis retournée encore dans ce sujet. du genre, oui, moi aussi j'aime bien les plateaux pistou. De quoi tu parles? Ah bah, je dis que oui, moi j'ai déjà parlé de tout. Je suis partie. Oui, ça c'est notre côté social, si tu veux. Voilà, on tient à notre côté social et puis à faire partie de la société, du groupe et je ne veux pas me sentir à l'écart et je veux être intégré, je veux pas être celui qui est un petit peu différent des autres, ou alors qui est pas dans le coup, ou alors, tu vois. Oui, l'intellect. Vous voyez ce regard qu'on porte sur les mots, sur les discussions, sur le fait de... Ça remet beaucoup de choses en question. Ça remet beaucoup de choses en question. On va finir le paragraphe, là. Alors évidemment, on pose la question, mais qui, en arrière-plan, se sert de l'intellect? Un conditionnement, des instincts, un moi, des peurs, voyez? Ça serait intéressant de se poser la question au moment où on parle. Voilà. Voyez comme nous voulons parfois avoir gain de cause lorsque nous discutons avec quelqu'un. Nous voulons dominer, avoir raison à l'aide d'arguments. Si l'intellect est au service de notre ego, il ne fera qu'amplifier et renforcer la notion psychique de moi aussi. Si on se sert de l'intellect et que derrière il y a un ego, le fait de parler, ça va gonfler le moi, voyez? Si la personne n'a pas un intellect puissant, son moi ne pourra pas trop se gonfler avec l'intellect, mais s'il a des mots, s'il a des connaissances, alors là, il va y aller. Il va pouvoir rouler les mécaniques. Et ça va nourrir son ego, ça va nourrir son moi. Voilà. L'intellect peut être utilisé par des instincts de nature égocentrique en nous, comme il peut être employé d'une façon parfaitement altruiste, dans un total détachement personnel. Nous allons devoir être très attentifs à ce qui se cache en nous, dans les arrière-plans de notre inconscient, lorsque nous utilisons l'intellect. L'intellect, comme le mental, doit être un outil d'expression. Il doit être au service du regard intérieur, celui de la méditation, celui d'une conscience qui observe et découvre librement. Alors il est à sa juste place
et joue un rôle important dans la démarche spirituelle. Ce ne sont ni les mots, ni l'intellect qui révéleront la nature de la vie telle qu'elle est, mais une lumière en nous que nous appelons conscience. L'intellect doit faire place au témoin afin de le servir au mieux. Voilà. L'intellect, c'est plutôt l'intendant, on va dire. Il est là, il sert. Vous voyez, c'est un genre de valet. Je le verrais bien comme un genre de valet. C'est la lumière qui est derrière. C'est la lumière qui doit être derrière. Toutes ces choses, si on ne va pas les soulever, si on ne va pas retourner un peu la terre, jamais on ira voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Qu'il faut le faire. L'intellect, il remplit le silence. On est parfois dérangé par le silence. Voyez? On peut se sentir gêné dans le silence. Et souvent, les gens parlent pour remplir le silence. Pour faire une enquête, comme on regarde intérieur, on utilise quand même. Oui, on peut utiliser l'intellect, mais c'est le regard d'abord qui doit être le premier mouvement. D'abord, je vois, je regarde. Et après, bien, si on veut employer les mots, on emploie les mots. Mais c'est d'abord le silence. D'abord le silence. Vous voyez, on emploie beaucoup de mots pour parler du silence, pour parler vous voyez, de quelque chose qui est au-delà des mots. Des fois, ça me gêne même, je dirais, de parler autant. Mais comment vous voulez faire? Je pourrais rester dans le silence, hein, je suis très bien dans le silence. Mais bien, à un moment donné, les mots sont aussi là pour indiquer. Voilà. Donc, il faut employer les mots aussi.